Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin réaliser une vidéo pour me présenter et présenter un peu plus directement ce que je fais. Je vais un peu ou peut-être beaucoup parler de mon approche, ma vision des choses, de moi aussi. Bon, c'est pas pour gonfler mon ego, c'est juste parce que, à mon sens, un thérapeute, dans une démarche humaine et bienveillante, doit aussi savoir dévoiler un peu de lui, montrer qu'il n'est pas une machine, mais un humain comme vous, avec ses choix, ses doutes, son parcours, ses petits et gros coups de mou, ses déclics aussi. Et c'est d'ailleurs ça qui mène à proposer un jour aux autres des outils que l'on a pu tester et que l'on trouve formidables. Donc je m'appelle Olivia Sandy, je suis énergéticienne et hypnothérapeute, dans ma petite boîte que j'ai appelée Vibrarium, comme un vivarium où vibrent les énergies. J'ai 35 ans et 2 enfants. Mon parcours, on va y venir, comme ça c'est fait, hein. On n'est pas là pour faire une lettre de motivation et un CV, mais en gros, j'ai un parcours un peu atypique. Je ne rentre pas vraiment dans une case. J'ai toujours été attirée par un peu tout. Je ne savais pas trop où poser mes fesses en fac ou en école de management, d'anglais, de droit ou de com. J'ai tenté de rentrer dans un moule, parce qu'on me faisait comprendre que c'était bien quand même d'avoir une profession avec un nom précis, d'avoir une formation précise. Mais j'ai toujours eu des petits morceaux de moi qui voulaient sortir du moule, qui voulaient aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passait. Donc je suis allée chercher encore plus loin en fait. Et finalement j'ai trouvé un siège pas mal confortable en sciences humaines et sociales, où j'ai choisi de me spécialiser en psychosociologie. Et là, waouh, ma tête a bien vrillé, j'ai enlevé mes œillères, que je pensais même pas avoir d'ailleurs. J'ai compris toute la subjectivité de notre monde, de nos approches, de tout ce dont est fait notre société humaine. Je me suis intéressée aux mécanismes psychologiques de l'humain pour vivre en société, leur capacité d'adaptation, le pourquoi de leurs agissements. Et tout ça en étant un maximum toujours en position de recul. C'était vraiment en regardant ça avec hauteur et pouvoir vraiment comprendre comment ça se passait. Et ça m'intéressait énormément. C'est ça que j'aimais, essayer de comprendre en enlevant un maximum les jugements. C'était fait pour moi qui suis d'une nature très empathique. Donc là, c'était parfait. J'ai vécu des belles années en fac, enfin. J'ai pu aller au bout et vraiment apprendre pas mal de choses qui me servent pour moi d'ailleurs quotidiennement encore. Ça m'a bien changé tout ça. J'ai compris que j'étais faite pour apprendre beaucoup, remplir mon sac à dos d'outils et partir à l'aventure de la vie. Je suis comme ça et pour moi, tout ça a un but profond. Au départ, il fallait que je me prépare pour ensuite aider les autres. Mais c'était pas fini. J'avais un truc en moi depuis petite, ça sûrement transmis par mon papa. Il me fallait en même temps jongler avec des capacités de magnétiseuse, de la clairvoyance aussi, et cette envie d'aider les gens, de les apaiser. Sans ça, il me manquait vraiment quelque chose de primordial à ma vie. J'avais un sentiment, j'avais vraiment ce sentiment-là d'aider pour aller vers mon propre accomplissement. Donc bref, la vie est bien faite parfois, malgré ses hauts et ses bas. En tout cas, elle a fait que j'ai eu besoin de m'armer d'outils, des outils solides qui m'aident moi-même à surmonter des épreuves, à digérer, à me reconstruire. Donc j'ai passé pas mal de choses en revue. J'ai été en mode testeuse pour voir les effets avec le plus de recul possible sur différentes choses testées. Et
Et voilà, comme d'habitude, juste en tant que petit être humain, avec toute sa subjectivité. Donc j'ai vu des choses pas mal, j'ai vu des choses bien, des choses énormes, super, et des trucs moins bien, pas pour moi en tout cas, ou sans réelle humanité, comme je l'attendais en tout cas. Et bon, j'ai bien compris que le point commun dans tout ça, ces thérapies, ces choses que j'ai pu essayer, ce qui faisait la différence, eh bien, c'était l'humain derrière. C'était le thérapeute. C'était la nature même du thérapeute. C'était leur approche en tant qu'humain. C'est ça qui faisait toute la différence en fait. Donc quand ça collait, quand la personne était synchronisée avec moi, qu'elle était sincère dans sa démarche aussi d'aide, et ça je peux vous dire que je le ressens très rapidement, et bien là ça collait, j'accrochais. Bon, plus ou moins évidemment, il y a des choses où l'humain voilà, ne suffit pas, il faut quand même que la méthode aussi nous convienne, que ça marche sur les points qu'on a envie de régler. Mais en tout cas, c'était déjà la possibilité d'ouvrir voilà, la porte aux apports possibles de cette méthode. Donc c'était déjà pas mal. Et de découvrir des nouvelles techniques. Donc voilà. Je suis peut-être passée aussi à côté de certaines choses hein, qui ne m'ont pas su me donner l'envie. Et puis créer ce lien de confiance. Voilà, s'il manquait ça, bon, j'ai pas donné suite forcément à certaines techniques, pour l'instant en tout cas. Donc pour moi, vraiment, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est la relation avec le thérapeute. Donc choisir son professionnel au feeling, à la personnalité, au discours prodigué. Et moi, en tout cas, quand je me sentais à l'aise, donc du coup c'était ok, je disais let's go, on essaye, c'est bon, j'ai envie de tester. Sinon ça partait pas sur des bonnes bases déjà, et généralement c'est des choses que j'ai laissées de côté. Voilà, donc pour moi le premier conseil que je donnerais c'est de bien choisir son thérapeute. Toutes les personnes qui veulent entreprendre un travail de changement sur elles-mêmes, laissez parler votre feeling. Voilà, vraiment, vraiment, ça fait toute la différence dans la réussite de votre programme, de votre accompagnement. C'est comme un prof qui vous donne le goût à une matière qui va après vous intéresser même plus tard. Et ça peut être tout l'inverse, un prof qui va vous révulser d'une matière. Moi, c'est les maths, par exemple, je suis pas bien tombée. C'est pas de bol, hein, mais ça, je crois que on pourra jamais rien y faire. C'est foutu. Mais là, il s'agit d'une relation humaine. Donc, c'est pas entre un livre et quelqu'un. Voilà, c'est pas réciter son savoir sans personnalité, sans écoute. Ça n'a aucun intérêt dans ce cas-là, enfin à mon sens. Donc là, c'est une relation d'humain à humain. Et là, voilà, le feeling, c'est primordial. Donc moi, j'ai d'abord découvert la sophrologie, puis la méditation, qui me convenait davantage, et surtout celle en pleine conscience, que je trouve formidable. Là, ça enlève sacrément une épine du pied, quoi. Pour tous ceux qui pensent que la méditation n'est pas faite pour eux, c'est vraiment super. C'était il y a 12 ans à peu près, et maintenant j'enseigne les bases pour pratiquer des méditations agréables, accessibles, et qui donnent envie de continuer surtout, de l'intégrer à son quotidien, d'inclure vraiment comme une pratique, comme une autre dans sa vie, vraiment au quotidien, et ça peut créer de grands changements. Et puis d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent quand on parle de méditation, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais c'est pas pour moi ça, moi je suis trop stressée, je suis trop au speed, c'est pas possible, j'arriverai jamais à me poser et à penser à rien, c'est pas possible. » Déjà, c'est pas forcément penser à rien, surtout en méditation pleine conscience, où c'est plutôt accepter, accueillir tout ce qui vient comme sensation, comme pensée, laisser venir, c'est pas un combat du tout. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de trophée à la fin, il
n'y a rien à gagner, c'est juste pour nous. C'est vraiment un plus pour nous. Donc rien que d'accueillir ces émotions, tout ce qui se passe dans l'environnement, les laisser venir à soi et les observer, rien que ça permet de les laisser partir après, plus facilement. Et du coup, on peut se recentrer sur soi, sur son souffle, sa respiration. Pour moi, c'est là la clé d'une méditation réussie pour ceux qui ont du mal. Je pense que la méditation pleine conscience est vraiment un bon outil, vraiment, et qui peut changer la vision qu'on a de la méditation et du moine perché sur sa montagne et qui médite et qui, lui, est tranquille, il est bien, il est tout seul, il ne va pas être embêté par les problèmes d'argent, par ses enfants qui viennent le solliciter, par son boulot. Oui, forcément, c'est plus facile, on a l'impression pour lui, mais c'est différent, c'est pas pareil. On peut très bien appliquer la méditation dans notre société moderne, capitaliste et tout ce qu'on veut. C'est au contraire, c'est quelque chose de... c'est un atout. Donc je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut réussir, même si on est d'une nature anxieuse ou speed, stressée, qui veut avoir les choses vite, aller, quelqu'un qui va trop vite, justement, en étant impatient, tout ça, ça apporte beaucoup, ça apporte du recul, ça apporte des moments où on se retrouve avec soi-même, enfin, on prend ce temps, on apprend à le prendre, on ne peut plus dire qu'on n'a pas le temps, on priorise et on arrive à laisser même 5 minutes un peu pour cette méditation, le soir par exemple. Ça peut être n'importe quand. Il faut juste saisir ça, voler ce temps, se le permettre pour soi. Voilà, c'est vraiment réaliser ça. Donc, voilà, donc je trouve ça dommage d'avoir une image un peu galvaudée de la méditation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner les bases, les bases que je trouve idéales pour débuter et pour intégrer ça. Parce que moi, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à méditer et à inclure ça dans ma vie. Et ça m'a fait beaucoup évoluer et ça m'apporte du bien-être tous les jours. Même dans les moments très difficiles. Il ne faut pas se leurrer, hein, tout le monde en a, donc il ne faut pas se voiler la face. Donc même dans les moments difficiles, il y a quand même ça. Et ça, carrément, c'est génial. C'est génial, on peut retrouver un moment de paix et de calme en soi. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Sinon, niveau soins énergétiques, vu que j'en pratique pas mal, c'est carrément le cœur de mon métier, j'utilise le Reiki Usui, mais parfois aussi mon magnétisme, vu que ça je suis née comme ça, je sens la chaleur dans mes mains, j'ai naturellement compris que je pouvais les poser sur les gens, ça m'attire d'ailleurs, hein, les douleurs, les sensations de malaise des autres, mes mains se chauffent et j'ai besoin d'aller toucher et de transmettre cette énergie. C'est naturel, donc du coup j'ai appris le Reiki qui m'a montré qu'on pouvait aussi surcharger et utiliser une autre énergie que la sienne en la canalisant. Donc je trouvais que c'était assez complémentaire du coup. Ça permet d'alterner ou en fonction des personnes, des besoins, et puis ça se fait naturellement. Je travaille beaucoup au feeling aussi, donc je laisse faire et je laisse faire mon ressenti et avec la connexion avec la personne, en fonction de ça, voilà, le soin se fait et je trouve que j'ai des résultats assez bluffants qui me scotchent encore aujourd'hui. Donc en fait, je me connecte directement à l'énergie de la personne et je ressens ce qu'elle ressent. C'est ça un peu, la plupart du temps. Donc je peux déterminer plus facilement où se situent les blocages et agir précisément dessus. Je pense que j'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, j'expliquerai un peu plus
les résultats que j'ai pu avoir, parce que, concrètement, et puis détailler un petit peu plus le Reiki, le magnétisme, comment ça se passe concrètement un soin. Donc voilà, la vie s'est chargée de me proposer des choix, des chemins, et j'ai pris des chemins qui m'ont conduit vers des gens particuliers, qui eux-mêmes m'ont présenté à d'autres, et de fil en aiguille, j'ai donc découvert le Reiki. Et comme il n'y a pas de hasard, comme dit Paul Éluard, hein, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous flash culturels du jour. Et là, j'ai fait une rencontre avec mon enseignante Reiki, qui a été un moment clé de ma vie. Ça a été vraiment un moment particulier de rencontrer cette personne, qui s'appelle Martine Fougère, d'ailleurs, je la cite parce qu'elle est formidable. J'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses sur les énergies. J'avais ce besoin de mieux saisir ce que c'était. Après avoir baigné dedans comme ça depuis petite, en fait, j'avais pas tout à fait compris encore. Et j'ai appris, avec le Reiki, à canaliser donc cette énergie qui est partout autour de nous, en fait. On est là, il y en a partout. D'ailleurs, peut-être que vous me voyez en vidéo grâce aux énergies, d'ailleurs, par le Wi-Fi, voilà, il y a des énergies qui pourtant ne sont pas visibles à nos yeux, mais qui sont là. Celles-là sont créées par l'être humain, mais il y a aussi les énergies invisibles qui sont là depuis bien avant notre existence. Donc en effet, oui, il y a de l'énergie qui nous entoure partout, du magnétisme. Et le Reiki m'a permis de capter cette énergie-là qui nous entoure, de m'en servir en alternance avec le magnétisme, de permettre de me recharger, de me nettoyer énergétiquement. Et après, j'ai pu aussi m'en servir déjà pour moi, et puis après pour les autres. Donc voilà, c'est vraiment une technique qui est formidable. Et je me suis sentie vraiment bien dès la première séance de Reiki que j'ai fait. Ça a été un moment particulier où j'ai compris que c'était pour moi ça aussi. Et puis j'ai eu raison, j'ai continué et c'est vrai que j'étais très surprise des effets. Donc c'était vraiment des effets qui étaient clairs, qui m'ont permis de calmer des maux physiques que j'avais en moi, que les médecins n'arrivaient pas non plus à calmer, comme par exemple j'avais des petits soucis cardiaques d'extrasystole. Voilà, en posant mes mains sur mon cœur et sur toutes les positions qu'on apprend au Reiki, finalement elles ont disparu. Alors que j'ai traîné ça des années sans savoir comment faire, en ayant essayé des médicaments, des interventions chirurgicales aussi. Rien n'y a fait, sauf le Reiki et le magnétisme. Donc voilà, je suis plutôt contente de ça déjà pour moi-même. Et le fait de le tester sur soi, on se dit, ça marche. Voilà, on est persuadé forcément. Et alors maintenant, moi je veux le faire partager aux autres aussi. C'est trop bien, je ne peux pas le garder pour moi ça. Il faut aussi que les autres en profitent. Voilà, donc j'ai aussi eu un autre moment clé, où c'était pendant mon second degré de Reiki, où là on apprend à transmettre l'énergie à distance, à faire des séances à distance. Et moi qui étais complètement sceptique là-dessus, je ne comprenais pas du tout comment c'était possible de faire un soin à quelqu'un qui n'était pas à côté de moi. Je n'arrivais pas à saisir du tout ça. Et bon, mon enseignante m'a appris ce qu'était que voilà, la dimension d'interconnectivité, de vacuité, que le vide finalement n'existait pas. Comme je disais qu'au final, cet air tout autour de moi, de vous, il est chargé en particules, d'ondes, de vibrations, d'énergie, de gaz aussi, et voilà, de plein de choses. Donc voilà, si on considère que toutes ces petites choses invisibles à nos yeux, comme les ondes hertziennes, le Wi-Fi, etc., toutes ces petites choses-là, finalement, font qu'il n'y a pas de vide. Nous sommes tous, les uns et les autres, reliés par une sorte
de toile, un tissage qui est presque matériel. Il est là. Donc c'est par ce canal-là, par ces fils qui nous unissent tous, qu'on peut passer pour transmettre l'énergie, même à distance. Il n'y a pas de notion d'espace, là. Il n'y a plus de notion d'espace. Je pourrais très bien envoyer de l'énergie à quelqu'un qui est aux États-Unis, en Chine. Là, ça aura tout à fait le même effet, finalement. Et avec les soins à distance que j'effectue, je me rends compte, en fait, vraiment, de ce lien qui existe entre les gens, quelle que soit la distance. Je me focalise sur la personne, je la visualise, vraiment je pense à la personne à qui je veux faire le soin, et c'est comme si les barrières explosaient. Il n'y a plus de barrière d'espace. Et là, je me sens connectée totalement. Je suis en méditation profonde, où là, je ressens les émotions, les tensions, les blocages. J'agis dessus comme si la personne était à côté de moi. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est très profond. Je peux sentir comme quand quelqu'un est en train de pleurer, ou s'il y a de la tristesse, s'il y a une tension, une douleur. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir l'impression que je pleurais, alors que non, je n'avais pas de larmes. Et la personne après me disait, en effet, j'ai pleuré pendant le soin. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et voilà, on se dit, waouh, c'est fou quoi. On peut, même loin, ressentir ce que la personne ressent. Et ce qui est bien, c'est que je peux apporter quelque chose pour réharmoniser tout ça. Agir sur ces blocages, sur les chakras, sur enlever le trop-plein ou activer ce qui ne roule pas assez bien. Et voilà, j'agis sur tout ça. C'est un bon moyen de scanner l'énergie globale d'une personne et de réharmoniser, sans filtre, sans masque. Là, du coup, on a accès directement à l'énergie pure, vraiment de la personne. Donc, c'est vraiment le Reiki, ça m'a permis de comprendre que c'était possible. Et maintenant, j'utilise ce procédé pour envoyer un soin à distance et qui dépasse maintenant même le Reiki avec l'apport de ce que je suis aussi moi en plus. C'est quelque chose de encore un peu particulier. Je ne sais pas trop comment le nommer, mais voilà, c'est grâce à la méthode d'envoi du Reiki que j'ai appris ça, mais ça dépasse encore parce que il y a l'intention et il y a surtout cette connexion avec les sensations de l'autre. Je pense que c'est avec tout ce que je suis et que je ne contrôle pas, c'est comme ça. Dès que j'ai besoin ou qu'on me demande de faire un soin à quelqu'un, voilà, ça se passe comme ça maintenant. Voilà. Et à côté de ça, le Reiki aussi, il faut bien le savoir, il n'y a pas que le soin là-dedans. Le Reiki, s'accompagne d'une vraie philosophie de vie. C'est comprendre l'importance du pardon déjà à soi-même. Et du coup, c'est plus facile de pardonner à l'autre pour être bien avec soi. C'est prendre les choses au jour le jour. Et c'est aussi un respect total des autres, de toute forme de vie. Et du coup, c'est un respect de soi-même. Et ça, c'est un parcours pas toujours lisse. Il y a des hauts, des bas. En fait, c'est comme un guide que l'on a un peu toujours et qui rappelle souvent ce qui est bon. Et ça apaise pas mal, surtout les colères ou les tristesses. Ça guide aussi mon travail au quotidien, cette philosophie de vie. Ça colle tout à fait à ce dont j'avais besoin et ça accompagne bien, je trouve, un thérapeute dans sa démarche. Et du coup, forcément, dans ma façon de faire, je transmets aussi cette philosophie-là. Je trouve que c'est totalement lié. Pour continuer sur moi, hein, encore, j'ai complété ce besoin de travailler un maximum dans la globalité, avec quelqu'un, de pouvoir créer une approche holistique un peu à ma sauce en faisant du mieux que je peux. J'étais très attirée par l'hypnose. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne
Évidemment, j'avais moi-même testé avant en faisant des séances. Certaines n'ont pas très bien fonctionné, même si c'était des moments plutôt agréables. Moi, ça a été toujours des moments sympas de détente, même si je venais pour traiter des choses plutôt lourdes. Et puis d'autres ont été carrément des succès. Par exemple, j'ai pu me débarrasser de mon hypocondrie. Donc c'est quand même pas mal. C'était un truc un peu lourd, même si elle n'était pas très très forte, mais quand même, j'étais pas mal angoissée par ça, par la santé. Donc j'ai pu me débarrasser de ça. Et j'ai été séduite par tout ce que l'on peut réussir à faire évoluer, à résorber, à développer aussi chez une personne, développer des capacités, faire remonter des choses. C'est dingue comme c'est possible, tout ça avec le cerveau. Donc le cerveau et ses hémisphères, son fonctionnement qui est fascinant. J'adore voir à quel point notre cerveau gauche, celui du conscient, c'est celui qui analyse tout, qui décortique, veut réussir à comprendre, ben, lui il peut être endormi. Il peut endormir et laisser place au droit, qui lui est toujours actif, hein, qui est toujours là, mais un peu étouffé un peu par ce cerveau de la conscience qui analyse tout le temps. Donc une fois qu'on a endormi ce petit cerveau gauche, on a accès à l'inconscient. Et là, ça devient intéressant. On peut là agir, travailler avec lui, sans que l'autre s'en mêle. Donc là, pour moi, tout le monde peut être hypnotisé. Tout le monde est hypnotisable. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, non, moi ça marche pas, sur moi c'est pas possible ». Bon, déjà, évidemment, il faut en avoir envie. C'est sûr, si on n'a vraiment pas envie de ça, non, ça ne marchera pas. C'est pas comme on voit à la télé ou l'hypnose de spectacle où on va demander de faire la grenouille ou de sauter sur la table et de danser. C'est pas du tout ça le principe. Là, c'est de l'hypnose thérapeutique. Et il faut vraiment faire la différence et démystifier un peu la chose. Voilà, donc là, en fait, on se met en accord vraiment avec le besoin de la personne. Elle est complètement libre d'aller vers ce qui est proposé ou non par le thérapeute, par moi. Voilà, on lui explique bien qu'elle a son libre arbitre et tout ça se passe dans la bienveillance. Pour moi, c'est la base de ce travail vraiment. C'est la bienveillance et que la personne le ressente et qu'elle ait ce sentiment de respect de ses choix et que ça colle. Et c'est pour ça que, bon, avant une séance d'hypnose, on parle quand même beaucoup pour comprendre ce vers quoi on va, ce que la personne veut, comprendre aussi son monde dans sa tête, comment elle a construit son monde, son univers, pour pouvoir rentrer un peu dedans et comprendre. C'est ça, c'est de se mettre, de se synchroniser avec la personne sur son monde et du coup pouvoir le comprendre et agir vraiment dessus, comme la personne le veut. C'est ça tout le truc quoi, derrière l'hypnothérapie. Donc pour moi, voilà, donc la bienveillance, la confiance envers le thérapeute qui est importante, qui doit s'installer. Parce que pour moi, sans ça, évidemment, on ne peut pas se laisser aller au final. Vu qu'il s'agit simplement d'un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on est comme lorsque vous conduisez sur l'autoroute pendant assez longtemps, à un moment donné, ben, on décroche et on ne sait même plus qu'on est passé par là ou qu'on a fait ci, ça, on est ailleurs, on est dans la lune, c'est de l'auto-hypnose et ça on le vit, tout le monde le vit un peu tous les jours, c'est pour ça que pour moi tout le monde est hypnotisable et que tout le monde ressent ça plus ou moins souvent dans une journée. Il y a des fois où on va faire des trucs automatiquement, ou par exemple moi je vais déballer mes courses et je vais ranger le papier toilette dans le frigo. Ça c'est parce que on peut dire que je suis madame tête en l'air, mais il n'y a pas que ça, c'est des gestes automatiques, on n'est pas en train vraiment de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, le cerveau gauche est endormi, il est en train de se mettre en mode automatique et il range. Donc voilà, ça peut arriver comme ça par exemple, peut-être que certains se reconnaîtront. Il y en a plein des exemples comme ça.
Voilà, c'est juste décrocher. Décrocher, donc être bien, se sentir bien, être plus dans le contrôle ou dans l'opposition. Déjà, si on est en opposition directe avec l'hypnothérapeute, évidemment, bon, bah là, ça ne va pas marcher. Oui, vous ne serez pas hypnotisable. Il faut le vouloir. Et en même temps, c'est donc bon, c'est déjà voilà, faut comprendre que c'est ça qu'on appelle la transe, hein. C'est ce truc là où en hypnose on reproduit cet état naturel, voilà, avec des paroles, avec un débit de la voix, avec certaines techniques qui permettent de faire rentrer la personne dans cette transe et se lâcher prise en fait. Voilà, un lâcher prise où le conscient se tait, où il se rend compte que là il n'y a rien à analyser, où c'est pas intéressant, et du coup l'inconscient prend le dessus, et à ce moment-là on peut agir dessus. C'est le seul qui est en action, donc voilà, il n'y a plus le filtre du conscient pour venir analyser et stopper tout. Là, parce que beaucoup on se laissait aller, hein, parce que c'est bizarre cette expérience, quand même, c'est pas normal. Bon, bah là, c'est le conscient qui parle. Donc si vraiment on se laisse aller au truc, à se laisser prendre au jeu aussi, y croire, on peut rentrer dans cette transe et s'y sentir bien. Il faut y aller sans pression, sans non plus chercher à ce que ça marche absolument. Le but, c'est pas de gagner, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment d'être détendu, tranquille. C'est pour soi uniquement, rien d'autre. Donc voilà, il faut tenter en y allant cool, sans pression. Et peut-être que ça marchera. Peut-être que ça marchera moyen la première fois. Peut-être la prochaine, ça marchera beaucoup mieux. Et voilà, c'est en expérimentant, encore une fois, qu'on peut voir si on peut agir. Et certaines personnes, en une séance, peuvent avoir des résultats flagrants directement. Donc voilà, c'est vraiment une question de personne et il faut tester, comme toutes les autres méthodes. C'est vraiment du feeling, encore une fois. Et je me suis formée en aromathérapie aussi, pour moi-même, pour me soigner avec des remèdes naturels. Donc ça, c'était... voilà, j'ai appris beaucoup de choses et qui m'ont permis, par exemple, de régler mes problèmes d'angine chronique. J'avais tout le temps des angines quand j'habitais sur Paris. Et quand j'ai découvert l'aromathérapie et tout ce qu'il y a de possible avec ça, par exemple, les angines, je n'en ai plus, ou très 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 peu, et qui peuvent se stopper très vite grâce à ça. Donc voilà, c'est l'un des trucs pas mal, qui m'évite de prendre trop de médicaments quand ça va pas. J'ai aussi appris le l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. C'est une technique de tapotement sur des points précis du corps. Donc, voilà, la tête, là, 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 là. On apprend, voilà, des tapotements, tout en prononçant des phrases clés pour déverrouiller des choses en soi, des émotions qui sont gardées, contenues. On essaye de chasser tout ça. On nettoie grâce à ces tapotements qui représentent des points d'acupuncture en fait. On les enlève, on les décolle de nos méridiens qui nous traversent. Et le fait de les prononcer aussi, prononcer ce que l'on ne veut plus, ce que l'on constate, ce qui nous énerve, ce qui nous embête, fait que on l'entend en le prononçant, on prononce donc avec la voix, et en même temps on agit par le mouvement en appuyant sur ces points précis. Et c'est quand même une méthode qui est vraiment géniale, je la trouve étonnante, parce que c'est quelque chose qui est rapide, c'est une thérapie pour le coup très rapide, ça fait partie des thérapies brèves, et qui donne des résultats parfois magiques, étonnamment. Et puis ce qui m'attirait aussi, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore apprendre et je suis attirée par plein de choses, donc j'ai très envie d'apprendre des nouveaux trucs tout le temps. Mais il faut que je me calme aussi, il faut le temps d'intégrer, de
de comprendre bien le fonctionnement, de pouvoir le retransmettre. Et ce que j'avais envie vraiment d'apprendre depuis un bout de temps, c'était la psychologie positive. Ça me travaillait pas mal, ça revenait sans cesse. Et je voyais bien que c'était ma démarche, la démarche que j'empruntais tout le temps pour parler à des amis, à même des inconnus, avec qui, je ne sais pas pourquoi, on se met à parler, à discuter de la vie, de tout, de rien. Et puis la démarche que j'empruntais, c'était celle en fait de psychologie positive. Alors je m'y suis formée. En fait c'est une psychologie qui n'est pas tournée vers les problèmes, mais vers les solutions, vers les ressources personnelles que l'on peut réussir à amplifier, à faire remonter à la surface pour que la personne réalise ce qu'elle a en elle, ce qu'elle peut faire et qu'elle puisse s'en servir pour aller vers le bonheur, le bien-être, le réel bien-être et même aller au-delà, surpasser ça, d'être vraiment d'être profondément bien avec elle. Pas que pour les autres ou faire plaisir aux autres, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, vraiment. C'est une approche où on échange beaucoup, on échange, on parle, je guide pour mener la personne à s'interroger sur elle-même, à comprendre des choses. C'est une manière de l'emmener à réaliser, à intégrer qu'elle a ses atouts et qu'elle en prenne conscience. Remonter à la conscience tout ça. Donc ça se recoupe avec l'hypnothérapie, sauf que là on n'est pas dans la transe. On est vraiment dans la conscience même et dans le parler, dans la réflexion et dans l'action. Tout ça, ça prend une forme plutôt ludique, je trouve. Moi j'essaye de rendre ça ludique, vu qu'il y a une grosse part d'application avec des exercices concrets à réaliser. Il y a de l'écrit, mais il y a aussi de l'action, de la vraie action. Parce que les mots ne suffisent pas pour changer. Il faut vite mettre en pratique. Donc moi j'ai trouvé ça super quand j'ai réalisé qu'en fait ce que je voulais faire c'était ça, la psychologie positive, ce que je voulais, l'ambiance globale dans laquelle je voulais travailler, ce que je voulais que les personnes ressentent, c'était ça. C'était que c'était possible, malgré tous les problèmes que l'on peut avoir, les traumatismes, les merdes qui nous tombent dessus, tout ça, quand même, on peut réussir à voir le côté blanc, même s'il y a le côté noir qu'on ne néglige pas, évidemment, il fait totalement partie de nous, il est important, tout est toujours... voilà, c'est un équilibre, il ne faut pas minimiser la part noire de la vie ou la part noire que l'on a aussi en soi, comme le yin-yang, hein. Toujours avoir cette image-là, pour moi, elle est vraiment très 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 parlante. Ces deux aspects-là forment l'équilibre et la psychologie positive, c'est juste qu'elle se place juste du côté blanc, alors que le côté noir est toujours là, sauf qu'on change le point de vue. Voilà, on change le prisme, on se met du côté où c'est positif pour faire remonter les choses. Et ça aide pas mal quand même. On arrive avec des exercices et tout à muscler le cerveau parce que c'est ça en fait. On est beaucoup plus habitué à voir le négatif, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible de se plaindre, de voir que ça nous plaît pas, que ça va pas, que ça nous convient pas. Et on en oublie même ce qui nous plaît, ce qu'on aime, ce qu'on a et qui est bien, parce qu'il y en a des choses, malgré des moments difficiles où on n'a pas la pêche, et avec la psychologie positive quand même on arrive à revoir, enfin ouais c'est vrai, oui quand même, il y a ça, bon allez on va travailler là-dessus. Ok, avec des exercices pratiques, on va se focaliser un peu là-dessus. On va entraîner le cerveau à voir un peu plus, à s'habituer plus à dégager le positif plutôt que toujours ramener ce négatif en avant et de se sentir mal parce qu'on se sent victime de la vie alors qu'on peut très bien être acteur et la changer et la bouger par nos propres choix. Là c'est vraiment ça, on est acteur, on est le
peintre du tableau de sa vie. C'est nous qui décidons. Il y a des événements extérieurs qui nous affectent, qui nous tombent dessus. Mais la façon dont on les perçoit va changer vraiment tout le reste. Toute la teneur de ce tableau, toute sa luminosité. J'ai moi-même eu des moments très très durs, des deuils, des choses très compliquées, mais j'ai réussi à transférer ça, et à me focaliser sur ce qui était bon, sans refouler tout le reste. Je l'accepte totalement, ça fait partie de moi. Tout fait partie de moi. Donc je me place juste vers ce qui est bon, parce que j'ai pas envie de passer toute ma vie à me plaindre, à me morfondre, alors qu'il y a quand même pas mal de choses sympas, même si c'est un petit rayon de soleil le matin, et là, enfin un d'ailleurs aujourd'hui, ou le chant d'un oiseau, ou un café chaud le matin si vous aimez le café, un bain chaud, votre chat ou votre chien qui vient vous voir, une caresse, votre enfant qui vient vous embrasser, un câlin, votre chérie, votre amoureuse, un regard d'un inconnu dans la rue, n'importe, on peut en trouver partout de ces moments-là. Donc à force de s'entraîner à voir ça, ces petits bonheurs, ces petites joies, à force, on n'en crée plus que des petits bonheurs, mais on l'intègre vraiment à sa vie et on en fait un bonheur. Bon, évidemment, je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo, ça serait un peu long, peut-être que j'en ferai une autre d'ailleurs sur le sujet de la psychologie positive. Mais voilà, donc pour moi, tout est connecté. Et du coup, c'est intéressant d'avoir différents outils applicables suivant les personnes, suivant leur vécu, leur sensibilité, ce qui les attire. C'est ça que j'aime le plus en fait. C'est écouter, comprendre la vision de l'autre, son monde, pouvoir lui proposer ce qui, je pense, peut l'aider le mieux par rapport à tout ça, l'aider pour aller vers le changement que la personne désire vraiment. Donc voilà tout le concept de ma petite boîte que j'ai appelée Vibrarium et que vous pouvez découvrir plus en détail à l'adresse qui va s'afficher, qui s'appelle donc www.vibrarium.com, et ça rime et c'est encore mieux, dis donc. Voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook et à échanger, à venir vous présenter si vous voulez, et vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si vous voulez. Plus on est de fous, plus on est de fous, mais des fous heureux. Alors je vous dis à très vite, à bientôt, ciao.